Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, le Texama Show 56, encore une fois pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, comme d'habitude. Et du coup, on a quelques news assez importantes aujourd'hui, mais je voulais commencer un petit peu avec l'actualité de la chaîne, notamment le fait qu'on passe maintenant à peu près à 3 vidéos par semaine, si tout va bien, ça va continuer, donc ça c'est cool. Donc vous aurez la config de la semaine, normalement à chaque fois, le Texama Show, et une vidéo en plus, bonus, ça peut être une review, ça peut être une vidéo où je parle d'un certain sujet. J'aimerais peut-être même passer une 4e vidéo sur la semaine. Bon, là on tire, hein. Et ce serait tout simplement avoir une vidéo explicative des différentes pièces d'un PC. Bon, à force que les gens puissent connaître ce que c'est un PC en regardant juste une petite playlist de vidéos de 5 minutes, vraiment très rapide, très concise, afin que les gens savent directement, ils savent ce que c'est chaque pièce. Ce qui est selon moi très important, parce que l'un des buts importants de cette chaîne, c'est rendre l'informatique plus accessible et aussi le matériel PC plus accessible aux gens. Ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle, c'est des fois un petit peu compliqué. Il y avait une autre news aussi, on va avoir notre premier partenariat officiel sur la chaîne Texama, et c'est avec Rocketstream, donc c'est une petite boutique française en ligne, où vous pouvez acheter notamment du matériel informatique. Vous avez aussi d'autres catégories, notamment des équipements consoles ou des goodies, un petit peu des figurines par exemple. Mais nous, on se concentrera sur le matériel informatique. Ils ont quelques produits assez intéressants. Moi, le truc que j'ai remarqué, c'est que déjà au niveau tapis, ils ont des très grands tapis. C'est moi ce que j'appelle des tapis de bureau. C'est genre un tapis où vous pouvez mettre le clavier et la souris sur le tapis, littéralement. J'aime beaucoup ça. J'avais un tapis comme ça avant que je change, parce que maintenant j'ai un tapis qui fait chargement sans fil. Mais honnêtement, j'aime assez bien ce principe-là, parce que ça permet d'amortir un petit peu la surface dure du bureau, que ce soit quand vous écrivez au clavier ou que ce soit quand vous êtes à la souris. Et en plus, c'est un côté classe en fait. Moi, j'aime assez bien. Donc là, ils ont quelques-uns. Ils ont même un PUBG apparemment. Donc si vous êtes intéressé par PUBG. Et aussi, ils ont du matériel informatique. Donc personnellement, ils vont m'en envoyer quelques-uns pour que je puisse tester. Donc je vous dirai ce que c'est. Donc je ne suis pas payé pour dire des bonnes choses sur les produits. De toute façon, les produits qu'ils vendent, vous voyez, c'est différentes marques, donc c'est pas eux qui les fabriquent. Donc s'il y a un mauvais produit ou autre chose, eh bien on s'en rendra compte et tout ça. Donc ils essayeront certainement, selon moi, de dégoter des bons produits, et comme ça, ça nous permettra d'accéder à des trucs assez sympathiques. J'avais remarqué par exemple ce clavier qui a un côté sacrément classe. Je sais pas vous, mais ce petit côté rétro mais RGB à la fois, c'est plutôt classe, plutôt classe. Je serais curieux de voir ce que ça donne un clavier pareil. Du coup, si vous achetez sur Rocketstream, vous avez un lien. Enfin, vous n'avez pas un lien, vous pouvez juste suivre le lien dans la description. Par contre, vous avez un code réduction qui vous donne 5% de réduction, donc c'est quand même déjà pas mal. Et c'est le code Aurélien Sama, tout collé. Donc, je vous l'afficherai à l'écran normalement. Donc oui, c'est pas Texama, je sais pas pourquoi ils ont mis Aurélien Sama, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Et il y aura aussi un petit concours chaque mois avec Rocketstream pour essayer de gagner un petit quelque chose, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool de leur part. Donc, ma foi, on pourrait peut-être gagner quelque chose. Ce sera sur Twitter, par exemple. Enfin, je tiens à le prévenir. Mais je préviendrai dans les Texama Show dès qu'il y a le concours. Comme ça, vous pouvez participer. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce partenariat. Maintenant, passons au véritable Texama Show. Et non, mon t-shirt ne va pas du tout changer. On commence par l'actualité la plus importante, je pense, de la semaine. C'est qu'il y a une petite faille de sécurité, ou plutôt négligence, on va le dire carrément, chez Twitter, qui a fait que, en gros, je vous explique, Twitter, quand vous développez quelque chose, par exemple un site web ou autre chose, ça vous arrive des fois de mettre des logs en place. Les logs, c'est juste genre, c'est le programme qui dit ce qu'il fait dans un fichier, tout simplement. Il dit, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Comme ça vous permet de débugger. Donc ça vous permet de trouver les bugs plus facilement, parce que vous savez où en est arrivé le programme. Le problème, c'est que quelqu'un chez Twitter a oublié peut-être de désactiver les logs sur un certain bout de code qui était censé encrypter les mots de passe, si je me souviens bien, ou en tout cas quelque chose qui gérait les mots de passe, quoi qu'il arrive. Et du coup, oui, ça veut dire que le log enregistrait les mots de passe en clair dans les logs. Donc, si je me souviens bien, Twitter utilise GitHub. Donc, c'est-à-dire que techniquement, des employés de GitHub ont peut-être vu les mots de passe et tout ça. Après, évidemment,
c'était une énorme quantité de mots de passe et tout ça. Ils ont regardé, aucun des personnes, ou en tout cas aucun des mots de passe qui figuraient dans les logs ont été exploités de manière abusive ou autre chose. Donc ça n'a pas fuité. Ça, vraiment, les gens qui ont vu ça n'ont pas utilisé à des fins mauvaises, en quelque sorte. Toutefois, ils recommandent de changer le mot de passe de votre compte Twitter. Je vous recommande aussi d'ailleurs, si vous aviez ce mot de passe sur autre chose que votre compte Twitter, changez-le aussi. C'est fortement recommandé parce qu'on ne sait jamais, hein, genre ce log-là a peut-être été téléchargé par quelqu'un, on ne sait pas à un moment, et peut-être qu'il attendait avant de l'utiliser, on n'en sait rien. Donc, par sécurité, changez votre mot de passe dès maintenant. J'en profite pour vous recommander, je ferai une vidéo dans le futur, KeePass. Il y a d'autres moyens, mais personnellement j'aime bien KeePass. Alors KeePass, c'est un gestionnaire de mot de passe, c'est vraiment ça. Donc c'est un logiciel qui crée une base de données encryptée qui sauvegarde vos mots de passe. Et ce qui est pratique avec KeePass, c'est que vous pouvez juste genre copier, vous double-cliquez sur le champ de mot de passe d'un mot de passe peut-être pour un site web, et ça vous le met dans le presse-papier. Vous allez sur le site, vous vous connectez, et au bout de 15 secondes, je crois, le mot de passe est retiré de votre presse-papier. Donc, même 2 heures après sur le PC, vous ne pouvez pas remettre le mot de passe sans faire exprès quelque part ou autre chose. Et du coup, ça vous permet de facilement créer des mots de passe en fait par site web. Vous avez d'autres alternatives pour ceux qui n'aimeraient pas trop KeePass vu que c'est un logiciel. Vous avez LastPass aussi. LastPass, c'est plutôt un site web par contre. Donc moi j'aime moins bien parce que ça veut dire que vous êtes dépendant de LastPass. S'ils se font hacker ou autre chose, il y a des gens qui pourraient récupérer la base de données avec vos mots de passe, encore une fois. Après, je peux vous rassurer, la complexité d'encryption de ces bases de données est telle que il faudrait très longtemps avec un très gros PC pour décrypter ça en brute force. Donc, à moins que vous soyez le patron d'une grosse entreprise, personne ne prendra le temps de faire tourner je ne sais combien de PC pour décrypter votre base de données. Donc ne vous inquiétez pas. Franchement, ne vous inquiétez pas. Mais bon, LastPass, comme je dis, ça marche très bien. C'est juste que j'aime pas que ce soit sur un site web, personnellement. Mais c'est clair que c'est plus user-friendly. Donc c'est plus facile à utiliser, vu que vous avez une extension, si vous voulez, sur navigateur pour mettre directement les mots de passe et tout ça. Donc voilà, je vous recommande un gestionnaire de mots de passe. Selon moi, c'est une bonne upgrade de sécurité. Ça vous permet de mettre un mot de passe par site web, ce qui est très important. Ça vous permet aussi d'arrêter de dire au site web de retenir votre mot de passe. Donc, vous pouvez juste vraiment vous loguer à chaque fois, ce qui est plus sécurisé. Parce que, comme ça, au moins, vous êtes sûr que le mot de passe n'est pas sauvegardé quelque part. Donc, ouais, franchement, je vous le recommande. Et aussi, changez votre mot de passe Twitter. Deuxième news, très importante. Ah oui, il y a des grosses news, en quelque sorte, cette semaine-ci. Le GPP, le GeForce Partner Programme, est mort, pour le moment en tout cas. Donc Nvidia, c'est Nvidia qui a sorti un truc où ils ont dit on arrête le GPP. Donc leur discours derrière tout ça, c'est que ils s'excusent pas vraiment de l'avoir fait. Tout ce qu'ils disent, c'est que oui, les gens n'ont pas trop compris ce qu'on voulait faire. En fait, on voulait protéger le consommateur. J'ai bien rigolé en lisant ça personnellement. Protéger le consommateur pour qu'il ne se trompe pas en achetant une carte graphique. Vous imaginez s'il se trompait qu'il achetait une carte graphique AMD? Le pauvre, franchement. C'est à peu près ça. Franchement, leur excuse, c'est qu'ils veulent que les gens ne se trompent pas en achetant une carte graphique. Donc en gros, ils veulent pas que les gens se trompent en achetant une carte graphique AMD, ce qui est stupide. Parce que GTX, le nom GTX, 1080, peu importe ce qu'il y a derrière, c'est hyper reconnu. Même les gens qui s'y connaissent pas en PC, ils savent que quand il y a GTX, c'est qu'il y a une bonne carte graphique. Il y a un peu ce sentiment. Du coup, je ne sais même pas pourquoi ils s'inquiètent parce que, soyons honnêtes, c'est juste de la bullshit. Ils veulent juste que les cartes AMD ne soient plus vendues avec les marques gaming actuelles. Comme ça, ils ont un peu plus l'exclusivité et AMD, le temps qu'ils refassent, on va dire, développer le nouveau nom marketing à la place. Donc, par exemple, ils ne peuvent plus utiliser ROG. Le nouveau nom qui serait Ares, mais il faudra du temps pour que les gens s'habituent au nom Ares, surtout les gens qui n'y connaissent rien. Du coup, c'est juste ça. Franchement, ils peuvent sortir n'importe quelle excuse, c'est vraiment ça. C'est pas la première fois qu'NVIDIA fait quelque chose comme ça dans le passé, d'ailleurs. Par le passé. Du coup, c'est mort pour le moment. On ne sait pas si Asus va revenir en arrière sur Ares. Selon moi, ils vont pas le faire, parce qu'ils ont déjà initié le début de la création de la marque, et aussi bien ils sont en discussion avec Nvidia, ils savent qu'aussi bien qu'Nvidia va essayer de faire ça d'une manière un petit peu plus sneaky dans le futur, aussi bien ils vont même pas faire un vrai GPP,
Ils vont juste aller voir les marques directement en mode hey, tu pourrais pas faire une marque gaming pour AMD et puis juste séparer. Donc honnêtement, restez sur vos cartes parce qu'il n'y a aucune garantie que ce soit fini. Et on verra ce que fera Asus. Personnellement, je serais d'avis qu'ils arrêtent de faire la gamme Ares. C'est stupide, c'est juste, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. ROG, c'est la gamme gamer d'Asus. Il y a des casques ROG. Un casque, c'est pas une carte graphique. Donc, est-ce qu'il devra arrêter de faire des casques ROG? Parce que les gens vont peut-être confondre en quelque sorte. Ils pourraient peut-être acheter une carte graphique, c'est un casque en fait. Donc, selon moi, c'est stupide. Si tu fais des casques ROG, pourquoi tu ferais pas une autre carte graphique ROG? Ça n'a pas lieu d'exister. Donc, j'espère qu'Asus ne fera pas l'erreur de juste créer Ares et d'arrêter d'utiliser ROG pour les produits gaming AMD. Ce serait stupide. Donc ouais, voilà. Encore une fois, c'est mon avis là-dessus. Mais bon. Et une news sœur qui va un petit peu avec, c'est que AMD n'est pas totalement blanc aussi dans l'histoire. Enfin, pas dans cette histoire, mais dans ce genre d'histoire. Apparemment, ils ont interdit la vente de cartes graphiques ASRock. Donc, si vous vous souvenez, ASRock voulait faire des cartes graphiques. Ils ont interdit la vente en Europe. Alors, pourquoi ils ont fait ça? C'est une des raisons un peu plus légitimes. Il y a des marques qui n'existent pas en Europe pour la simple et bonne raison que les constructeurs, enfin vraiment les fabricants de cartes graphiques, donc même ceux qui designent les cartes graphiques, donc AMD et Nvidia, ne veulent pas qu'il y ait trop de vendeurs de cartes graphiques ou de fabricants de vraiment la carte en tant que telle. Ils ne veulent pas qu'il y en ait trop dans chaque continent, chaque région du monde. Parce qu'après, il y en a trop en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines marques qui n'existent pas en Europe. Et certaines marques qui n'existent pas aux États-Unis, par exemple. Ça arrive, c'est même très commun. Du coup, la raison pour laquelle ils ont interdit un petit peu la vente d'ASRock, c'est que il y a déjà cette marque qui vend des cartes AMD, selon eux, en Europe. Et du coup, l'existence d'ASRock, en tout cas sur le marché européen au niveau des cartes graphiques, n'est pas justifiée. Je peux en partie les comprendre. Il faut savoir aussi qu'ASRock est techniquement c'est maintenant une compagnie à part, mais techniquement, c'est Asus ASRock en fait, si vous vous souvenez. Je ne sais plus à quel point ils sont liés encore maintenant. Il faudrait que je regarde à nouveau. Je pense que ça mériterait la peine de regarder. Mais au début, en tout cas, ils étaient liés. Donc, je ne sais pas si c'est juste AMD qui se venge un petit peu pour le GPP ROG ou je ne sais quoi. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, c'est pas cool quand même, selon moi. Parce que j'aime bien ASRock. Ils font de bons produits. Surtout maintenant. Ils sont partis de vraiment produits un peu bas de gamme à maintenant des vraiment bons produits. Et du coup, j'aurais clairement voulu voir des cartes ASRock. Ça aurait été un bon plus, en fait. Donc c'est dommage. C'est juste dommage, quoi. Bon, on verra bien. Ensuite, autre news, c'est au niveau du LG G7. Oui, il est sorti. Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas le LG G7. C'est le LG G7 ThinQ. Voilà. C'est le nouveau nom. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ThinQ. C'est juste... Pour moi, comme quelqu'un l'a résumé, ça fait un petit peu... vous savez, quand les marques font souvent ça, ils sortent un téléphone, genre Samsung, ils sortent le Galaxy S8, et puis après, ils sortent un Galaxy S8 Lite, ou des trucs dans le genre, vous voyez, juste des dénominations en plus. Et souvent, c'est des versions qui sont pas aussi bonnes, en fait. Samsung s'est un petit peu arrêté de faire ça ces derniers temps, en réalité, mais il le faisait beaucoup plus avant. Et du coup, là, quand je vois ça, j'ai juste l'impression que c'est genre une version, c'est le LG G7 mais pas la bonne version en fait quoi. J'ai l'impression que c'est une version secondaire ou autre chose, donc c'est un petit peu bizarre. Bon, dans tous les cas, c'est le LG G7 qu'on avait vu auparavant. Alors on peut désactiver la notch, ça c'est cool, donc ça permet de la cacher largement, c'est une bonne chose. Je suis content qu'ils aient rajouté cette option, même si évidemment le problème, comme j'ai dit que j'ai souvent, c'est que même en désactivant, on a le LG G6 à droite, ça c'est le G7 à gauche, avec la notch désactivée comme vous pouvez voir, même si on voit l'indicateur de batterie et tout ça qui sont au-dessus, un petit peu comme l'a fait Apple avec justement l'iPhone X. Comme j'avais dit, le problème que j'ai un peu, c'est ça a l'air d'aller là, il y a une certaine symétrie, mais bon, je suis pas entièrement convaincu moi personnellement. Je préfère comme l'a fait Huawei, parce que Huawei, ils ont essayé de caser un maximum de trucs à l'avant, même si c'est pas symétrique. Ils ont mis au moins le lecteur d'empreinte à l'avant, et ça c'est quand même cool. Donc ils essayent au moins de caser un maximum et du coup de récupérer un peu de place en haut. Là,
J'ai l'impression qu'ils font juste ça pour suivre la mode, en fait. Je vois pas la plus-value ou autre chose, personnellement. Donc, je trouve ça un petit peu, comme j'ai dit, dommage. Après, comme j'avais dit, LG prend un petit peu un pass gratuit avec moi parce que ils avaient déjà fait des trucs qui ressemblaient un petit peu à ça par le passé, même avant l'iPhone X, bien avant, avec les LG V10 et les V20 aussi. Donc, personnellement, voilà, ça me dérange pas trop que LG le fasse, même si, encore une fois, je ne suis pas fan de ces notches. Donc, voilà. Ne vous attendez pas à ce que disent qu'un téléphone avec une notch comme ça soit beau. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Peut-être s'il y en a un qui est bien fait dans le futur, why not? Mais pour le moment, non. Ils peuvent. Juste une idée. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de faire une. Je vous propose juste une notch en bas du téléphone. Genre pour mettre un bouton home avec un lecteur d'empreintes. Et du coup, l'écran passe un petit peu de chaque côté. Et du coup, ils peuvent mettre des boutons. Genre les boutons retour et le bouton multitâche juste à côté. Comme ça, ils enlèvent le bouton home qui serait sur l'écran, quoi. Et ils le remplacent par un vrai bouton physique avec lecteur d'empreintes. Juste une idée. Tant qu'on a à faire des notches, quoi, je veux dire, autant y aller jusqu'à fond, hein, je sais pas, moi. Donc moi personnellement, limite, ça me dérangerait pas un truc comme ça, en fait. Parce que les boutons de navigation sont souvent là, quoi qu'il arrive, donc, ouais. Et puis une notch au-dessus, hein, s'ils le veulent. Comme ça ferait symétrique. Moi, si c'est symétrique, ça me dérange pas trop. Même si ça ferait un petit peu genre logo bizarre. Mais bon, je propose une idée, vu qu'ils sont dans leur délire de notch. Ensuite, on a une petite news. Alors ça, c'était plutôt pour parler un petit peu justement de cartes graphiques et de mémoire. Alors, il commence à avoir des baisses au niveau des cartes graphiques, surtout aux États-Unis. Après, c'est aux États-Unis où il y a eu les prix les plus fous, franchement. Des cartes graphiques qui étaient vendues à 1000$ au lieu de 500 ou 600$. Vous imaginez. En Europe, on n'a pas eu autant aussi dramatique, franchement. On a eu des augmentations de prix assez quand même qui font mal, hein, mais pas à ce point-là quand même. Et on avait un petit peu plus de stock chez nous parce que nous, c'était encore possible de trouver des cartes graphiques. Franchement, il n'y avait pas vraiment besoin de chercher. C'est juste qu'elles étaient chères, quoi. Alors qu'aux États-Unis, ils n'avaient pas de stock, ils avaient des prix abusés. Donc, eux, ils commencent à avoir une baisse, ce qui indiquerait que on commence à avoir un petit peu justement une baisse. C'est dû aussi à l'Ethereum apparemment un petit peu en baisse. Le Bitcoin est quand même repassé à 9000$, donc voilà. Mais bon, le Bitcoin, comme on a pu le dire par le passé, vous ne pouvez pas miner du Bitcoin avec une carte graphique. Enfin, vous pouvez, mais c'est juste trop long. Donc, ce que souvent font les gens, c'est qu'ils minent genre de l'Ethereum et puis ils achètent des Bitcoins avec ou autre chose. Mais visiblement, il commence à avoir une séparation entre les cryptocurrencies classiques et le Bitcoin, même s'il reste assez lié. Donc, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, je suppose que c'est à force, peut-être les constructeurs de GPU commencent à faire un petit peu plus de stock. Ils augmentent légèrement le stock pour que ça passe un petit peu mieux. Donc, on devrait avoir une petite baisse s'annoncer peut-être. En France, ça reste équilibré. On voit quand même des promotions, j'en ai vu, genre des GTX 1070 qui des fois descendent assez bien en prix, des 1070 Ti aussi. Il y avait une 1080 sur Top Achat qui était en sacrée promotion à moins de 500€ si je me souviens bien. Donc à son prix normal en fait. Donc gardez l'œil. Moi c'est ce que je vous dis, gardez l'œil. Dès qu'il y a une promotion, sautez dessus. Ça vaut, je pense, largement la peine. Même si vous comptez faire un PC, achetez la carte graphique avant. Attendez une bonne promotion, achetez-la avant limite. Comme ça vous êtes sûr d'avoir une bonne carte graphique. Mais bon, ça reste quand même assez chaud. Et du coup, un autre truc qui arrive aussi, c'est au niveau de la RAM. Alors la RAM déjà, donc un truc qu'il faut savoir. Alors le problème de RAM, et qui a empiré le problème de carte graphique d'ailleurs, parce que votre carte graphique, il y a de la RAM vidéo dessus. Donc le problème de RAM qu'on a eu, c'est que la production de NAND, donc la NAND, c'est la mémoire qu'on utilise pour la RAM, pour les SSD, pour la RAM vidéo, pour n'importe quoi qui utilise de la mémoire, même les téléphones en fait. Et comme le marché du téléphone est en plein boom encore, ça empire la situation. Et du coup, le problème c'est que les constructeurs de NAND ont eu des problèmes un petit peu d'efficacité en descendant en gravure. Donc ils essaient de graver de plus en plus petit pour que ce soit de plus en plus efficace et puis ils puissent mettre de plus en plus de RAM ou de mémoire sur au même endroit. Et le problème c'est qu'ils ont perdu en efficacité en descendant en gravure. Donc ils avaient plus de pertes. Donc ils faisaient moins de puces mémoire fonctionnelles en fait.
Et donc, ben, ça a augmenté déjà les prix, ça. Ensuite, ils sont passés aussi à la 3D, si vous vous souvenez. Là, on en a déjà parlé extensivement par le passé. Donc, au lieu de mettre tout plat, parce que c'est comme ça qu'on faisait avant, tout était plat. Genre, on mettait les transistors ou les cellules mémoire l'une à côté de l'autre, tout était plat, comme une ville en quelque sorte. Et bien là, c'est comme si on rajoutait un niveau de ville en plus. Donc, ils rajoutent de la mémoire par-dessus la mémoire. Et là, maintenant, c'est Samsung qui a un peu commencé, mais maintenant, ils commencent à tous rattraper. Et ils arrivent à se caler tous sur du 64 couches apparemment, et ils commencent à avoir des bons rendements en 64 couches. En 32 couches, c'était pas encore trop ça. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une autre augmentation de prix. C'est ben, le passage vers ça. Le problème, c'est le passage vers ça. Ils avaient des moins bons rendements. C'était une nouvelle technologie, donc ils devaient investir dans l'argent et tout ça. Donc tous ces phénomènes ont fait augmenter la RAM à un point inimaginable. Elle est 2 fois plus chère que d'habitude normalement, hein. Je me souviens clairement avoir acheté de la RAM 32 Go pour moins de 300 euros. Maintenant, vous voulez 32 Go, voilà, c'est très très cher. Donc, c'est un peu n'importe quoi encore à l'heure actuelle, mais il commence à avoir une petite baisse au niveau de la RAM. Et surtout, il commence aussi à avoir des changements. Premièrement, les constructeurs de RAM commencent à essayer de un peu renverser la situation. Ils commencent à avoir des meilleurs rendements. Il y a aussi des attaques en justice qui se font parce que y en a qui accusent les constructeurs de RAM de s'entendre sur les prix. Et en réalité, même s'il existe, vous pouvez acheter des SSD Corsair. Y en a genre Samsung, LDLC même, sur le site LDLC. Vous pouvez acheter des SSD de tout le monde. Mais en réalité, il y a 3 en quelque sorte fabricants de NAND qui existent au monde. Donc ils sont pas très nombreux en fait. Et du coup, apparemment, ils s'arrangeaient un petit peu au niveau des prix. Ou c'est plutôt, je pense que ce qui arrivait, c'est qu'ils évitaient de se couper dans leur marge, tout simplement. Et ils font des très bonnes marges à l'heure actuelle, apparemment. Donc ils évitaient en fait de couper dans leur marge parce qu'ils se faisaient de l'argent. Donc un peu, ils se regardaient un petit peu du coin de l'œil en mode, tu baisses pas les prix? Ok, moi non plus. Tu vois, genre ils s'arrangeaient un petit peu comme ça, je pense. C'est juste que il y en avait aucun qui voulait couper dans leur marge juste pour concurrencer les autres parce que les autres auraient juste baissé leur prix aussi, donc ça ne mène nulle part au final. C'est une guerre de prix qui ne sert à rien. C'est une course vers le bas, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est une course vers le bas en quelque sorte. C'est vous diminuez de prix, mais au final tout le monde diminue de prix, donc il n'y a personne qui y gagne, à part le consommateur évidemment. Donc il y a des attaques en justice à ce niveau-là, qui accusent littéralement les constructeurs de NAND de s'entendre sur les prix et de faire exprès de booster les prix comme ça. Donc, je suppose que au fur et à mesure, la situation devrait se débloquer. Comme j'ai dit, la prix de la RAM commence un petit peu à diminuer, très légèrement. Enfin, la puce mémoire, la RAM en quelque sorte, il y a du temps pour que ça se répercute, je tiens à le préciser. Mais bon, donc j'espère que ça diminuera, personnellement, surtout à force qu'ils maîtrisent mieux leur technique de fabrication, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la misère. C'est vraiment la misère. Je pense que je devrais le faire une fois, juste vous montrer qu'est-ce que ça ferait si on achetait un PC maintenant avec les anciens prix, au niveau de la carte graphique et de la RAM. C'est abusé, franchement. Si on avait les anciens prix, vous pourriez acheter un bien meilleur PC pour le même prix. Donc, ouais, j'espère que ça changera un petit peu. Mais bon, c'est en cours de changement, petit à petit. Ensuite, une petite news rapide. Vous savez, les Core i5 7640X et les i7 7740X, vous savez, ces deux processeurs que j'ai dit qu'ils étaient totalement useless. Donc en gros, c'est des processeurs 4 cœurs. Oui, ça existe encore. Surtout maintenant. Haut de gamme en plus. Donc vous deviez acheter une carte mère en X299 qui coûte 200 € minimum à la carte mère pour mettre un processeur seulement 4 cœurs. Du coup, Intel a enfin tiré la prise et va arrêter de les fabriquer parce que ils étaient stupides. Franchement, c'était stupide. Je ne sais même pas pourquoi ces processeurs existaient. C'est littéralement pour le même prix, vous pouviez avoir un meilleur processeur sur une carte mère qui coûte beaucoup moins cher. C'était juste... Pour eux, leur excuse, c'était c'est un ticket d'entrée vers le haut de gamme. Comme ça, tu peux déjà acheter ce processeur-là et puis plus tard acheter un Core i9, par exemple. C'était juste stupide comme idée, donc une bonne chose de faite, c'est fini, donc on ne les verra plus. Ensuite, tant qu'on est au niveau processeur, on commence à avoir des listings apparemment sur les Ryzen 2100.
2300X et 2500X. Donc ce serait tout simplement des Ryzen en plus moyen de gamme et bas de gamme pour remplacer justement les anciens Ryzen en 1200, 1300 et 1500 justement. Donc les plus intéressants je pense, moi celui qui m'intéresse ce serait le 2100, peut-être le 2300X. Le 2500X devrait être intéressant mais pas non plus entièrement. Ce sera certainement un 4 coeurs 8 threads celui-là. Le 2300X ce sera peut-être un 4 coeurs 4 threads ou peut-être 8 threads, on verra. Et le 2100 ce sera à coup sûr un 4 coeurs 4 threads. Donc vraiment bas de gamme en quelque sorte, mais quand même bon, hein, genre quand on dit bas de gamme, c'est le bas de la gamme, pas genre bas de gamme, pas bonne qualité, hein, je tiens à le préciser, surtout en informatique. Du coup, ça permettra de faire des machines plus accessibles. Actuellement, vous pouvez quand même faire des machines assez accessibles avec les APU AMD. J'ai déjà fait une config de la semaine dessus, où ils ont une très bonne fréquence, 3,5 GHz, et un prix, mais genre, tellement bon. Donc, on verra si justement le 2100 suit cette logique-là. Selon moi, il devrait être vendu une centaine d'euros pour être vraiment compétitif avec même la propre gamme d'AMD. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est un des nouveaux Ryzen, c'est un des Ryzen Plus. Donc il aura certainement une meilleure fréquence, il aura certainement un meilleur support mémoire et plein d'autres bonnes choses comme ça. Donc plutôt cool. Par contre, on n'a toujours pas de news sur les cartes mères en B450, ce qui est un petit peu dommage parce qu'à l'heure actuelle, si vous voulez profiter pleinement des nouveaux Ryzen, il vous faut une carte mère en X470 et ça coûte un petit peu cher quand même si vous voulez faire une config vraiment pas chère. Enfin bref, on verra bien. C'est une bonne nouvelle. Et aussi, ils annonçaient un 2800U. Alors, il existe depuis un moment. Il y a un 2600U et un 2700U, si je me souviens bien. Alors, ils sont pas exactement comme vous pourriez le penser. Le 2600 et le 2700U, c'est des Ryzen mobiles. Donc vraiment mobile, hein. Genre ils sont faits pour le mobile. Donc basse enveloppe thermique, ils consomment pas trop d'électricité et tout ça. Mais le truc, c'est que c'est des Ryzen de première génération. Donc là, AMD a fait un petit peu du flip-flop à faire ça. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait personnellement. Donc, ce 2800U, je suppose que s'il sort maintenant, ce sera un Ryzen Plus. Sinon, ce serait stupide. Donc, on verra bien. Oui, voilà, il y avait un Ryzen 3 2000U et un Ryzen 5 2600U. Donc, voilà, ce sera le 2800U ici. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais j'espère, et je pense que ce sera le cas, ce sera à mon avis un bon processeur pour ordinateur portable et c'est ce qu'il nous faut, il nous faut vraiment ça. À l'heure actuelle, le marché des ordinateurs portables, c'est la misère. Vous voulez un bon processeur, c'est Intel qui domine, donc vous devez acheter, vous devez débourser. Vous voulez une bonne carte graphique, il n'y a que Nvidia pratiquement qui existe, donc il faut débourser. Donc j'espère qu'on verra plus d'ordinateurs portables avec ce genre de processeur justement en version U, mais bon, c'est pas non plus garanti à 100%. Ok, et enfin, on a les Threadripper. Bon, ça on s'y attend, hein. Ils arriveront à un moment ou à un autre. Donc, Threadripper en Ryzen Plus. Donc, certainement, encore une fois, 16 cœurs maximum, 12 cœurs minimum, peut-être un 8 cœurs, peut-être, on ne sait pas. Et du coup, ce serait le 2900X, le 2920X et le 2950X. Donc, le 16, 12 et 8 cœurs. Alors, du coup, ce sera, oui, certainement. On verra. Ce seront certainement des très bons processeurs par contre, parce qu'avec 16 cœurs, en tout cas sur le 2950X, avec une très bonne fréquence. Je vous rappelle, le 1950X avait une très bonne fréquence de base et il boostait assez haut. Du coup, le 2950X, j'espère qu'il aura un bon boost à 4,3 GHz comme le 2700X, mais capable de tenir un bon boost aussi sur pas mal de cœurs. Ce serait vraiment un très très bon processeur pour le ultra haut de gamme. Mais bon, on verra bien. Ce sera certainement accompagné d'une nouvelle carte mère en 499X, s'ils ne décident pas de changer autre chose. Enfin non, c'était X499, je sais même plus. Non, c'est 499X. Oui, il ne faut pas confondre avec Intel. Je ne sais pas pourquoi AMD s'est amusé à faire les mêmes noms de chipsets que Intel, pratiquement. Je pense que c'est vraiment pour confondre les gens et faire croire qu'ils achètent du Intel. Mais bon. Et enfin, une petite autre news au niveau d'AMD, c'est que le Ryzen... alors ça, c'est un peu une roadmap. Pour information, donc, on est actuellement au Zen Plus, en 12 nanomètres. On va passer au Zen 2, normalement, 2019. Donc, début 2019,
genre au mois de mai, certainement au mois d'avril. S'ils ont un peu de retard, ce sera un peu plus tard, en 7 nanomètres. Et on aura du coup Zen 3, qui lui sera en 7 nanomètres plus, donc à mon avis, un processus raffiné. Par exemple, le 12 nanomètres, c'est juste du 14 nanomètres raffiné. D'ailleurs, j'avais déjà vu un truc très intéressant là-dessus. En réalité, vous pourriez des fois appeler un processeur gravé en 14 nanomètres un processeur gravé en 13 nanomètres, parce que la définition de la gravure, ça dépend de ce que vous... Ça dépend de certains trucs, en fait. C'est assez compliqué. Du coup, vous pouvez vraiment faire croire que vous gravez dans... Ben justement, vous pouvez faire croire que vous gravez en 12 nanomètres, mais en fait, c'est juste du 14 nanomètres amélioré, en quelque sorte. Donc, je tenais à le préciser. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est Zen 2. Donc, ça arrive. Je sais même pas pourquoi... on va dire, les gens sont excités de Zen 3, on sait que ça arrivera de toute manière. Mais apparemment, le gros de la news, c'est que ce serait en 2020, ce qui est logique. Après, je pense qu'on peut être assez confiant là-dessus. AMD semble être vraiment déterminé à pousser à fond la chose. Ils sortent vraiment des produits en vitesse XXL. Et c'est une bonne chose. C'est quand vous prenez enfin l'avantage, ou vous reprenez un petit peu l'avantage, il faut pas vous arrêter, vous reposer sur vos lauriers. Et du coup, c'est ce qu'ils font. Ils continuent de pousser. Et ils font bien de le faire. Dernière news, c'est au niveau de SpaceX. Et je vais en parler un petit peu d'espace vite fait pendant quelques minutes, si vous me le permettez, bien évidemment. Alors, il y a eu plusieurs news au niveau scientifique, au niveau de l'espace. Vous savez que j'aime bien parler de l'espace. Notamment, il y a eu Blue Origin qui a lancé un nouveau test, un New Shepard. Donc, c'est leur petite fusée qui a une forme très phallique. Et du coup, en fait, c'est une fusée réutilisable comme SpaceX qui peut décoller et réatterrir. Alors, ils sont pas au niveau de SpaceX encore. Déjà, la fusée est plus petite, transporte beaucoup moins de charge. Mais ils sont capables de transporter, ils sont en train de tester une capsule qui peut transporter des êtres humains pour tout simplement les mettre en mode suborbital. Donc, ça veut dire pas tout à fait en dehors de l'atmosphère, enfin, plutôt en dehors de la force d'attraction de la Terre. Mais non, c'est plutôt pas tout à fait en orbite, voilà, autour de la Terre. Donc suborbital, donc c'est juste en dessous d'une orbite potable pour tourner autour de la Terre. Donc là où on met des satellites, la station internationale, tout ça, en basse orbite. Mais suffisamment haut pour qu'on puisse expérimenter la basse gravité, par exemple. Donc vous êtes en mode, vous flottez dans les airs, quoi. Mais vous n'êtes pas assez haut pour vous lancer sur une orbite. Et d'ailleurs, le lanceur de Blue Origin n'est pas assez puissant pour lancer un satellite en orbite actuellement. Ou alors peut-être un cube satellite, je ne sais pas trop. Mais bon, il n'est pas assez puissant pour vraiment lancer un satellite en orbite. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon. C'est le marché qu'ils visent en fait actuellement. Ils veulent viser une sorte de marché de tourisme spatial. Donc lancer des gens vraiment assez haut pour vraiment qu'on se croit dans l'espace en fait. Hein. On a le manque de gravité, on voit la courbure de la Terre évidemment, vu que la Terre est ronde. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent le penser. Et ce genre de choses. Donc ça peut être, selon moi, ils visent un marché assez intéressant parce qu'ils ont clairement vraiment moyen de se faire de l'argent, parce qu'il y a des stars qui, à mon avis, accepteraient de payer beaucoup d'argent pour avoir une telle expérience, ou même des millionnaires ou autre chose. Et c'est un marché où il n'y a pas vraiment de gens à part, comment il s'appelle, Galactic... Virgin Galactic, voilà. Virgin Galactic qui, eux, ont une approche totalement différente. Ils veulent faire un avion à roquette qui est lancé depuis un autre avion et qui va en mode... en suborbite, justement, encore, juste en dessous de la basse orbite, en mode, hey, on est suffisamment haut pour être dans l'espace, mais pas vraiment haut pour vraiment rester dans l'espace, et du coup offrir le même genre d'expérience. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu les deux approches ici. C'est intéressant de voir aussi une autre société autre que SpaceX arriver à faire décoller une fusée et la faire atterrir sans aucun problème. Vous pouvez aller voir le lancement sur YouTube. Vous allez sur la chaîne de Blue Origin, vous verrez le lancement et la fusée décolle, va assez haut, franchement, et atterrit sans aucun problème. Donc c'est vraiment intéressant et génial de voir une autre compagnie arriver à bien le faire. Et en plus de ça, ils ont une capsule fonctionnelle avec la possibilité de mettre des êtres humains dedans. Alors, le test qu'ils ont fait, c'était juste un retest pour confirmer que tout va bien. En réalité, ils ont déjà fait un test similaire par le passé, donc c'est juste genre un retest en gros. Mais bon, ils progressent.
Plus lentement que SpaceX, je pense, mais il progresse quand même, donc il faut quand même le noter. Et du coup, autre petite news, justement, SpaceX, ils vont lancer la version Block 5 de leur Falcon 9. Donc la Block 5, c'est techniquement, il me semble, la 7e version de la Falcon 9, si je me souviens bien, ou la 5e. Non, pas la 5e, justement, la 7e, je pense. Ça dépend comment vous comptez. En gros, c'est la dernière grosse mise à jour de la Falcon 9. C'est d'ailleurs une version fixe. Jusqu'à présent, SpaceX, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque lancement, il faisait des corrections, il faisait des petits tweaks, changeait des petits trucs par-ci par-là. Du coup, chaque fusée était assez unique en quelque sorte. Mais là, à partir du bloc 5, chaque fusée sera... Ils ne feront plus de changements au niveau de la Falcon 9. Et du coup, ça leur permettra de se concentrer sur BFR, qui est la Big Fucking Rocket, qui est l'énorme lanceur spatial qu'ils veulent utiliser pour aller sur Mars. Et du coup, ils pourront vraiment se concentrer là-dessus. Aussi, une des raisons pour laquelle ils ne font plus de développement sur le bloc 5, c'est parce qu'ils veulent certifier la fusée pour transporter des êtres humains. La NASA requiert de faire 7 lancements sans aucun changement. Même juste appliquer de la peinture quelque part, je tiens à le préciser. Donc aucun changement sur la fusée. Ils doivent faire 7 lancements réussis d'affilée pour certifier la fusée, pour lancer des êtres humains dessus. La NASA sont très stricts là-dessus. Même sacrément strict par rapport à l'époque où ils lançaient littéralement des gens avec des pétards mouillés. Mais bon, passons là-dessus. Donc, c'est très important pour SpaceX, évidemment, d'arriver à certifier leur fusée pour le voyage humain, parce que ça leur permettrait de reprendre un marché qui a été pris par Soyuz, et du coup, par la même occasion, les Russes, et c'est d'envoyer des astronautes sur la station internationale, par exemple. Donc, ça leur permettrait de reprendre le marché. Alors, ils ne sont pas seuls sur le marché, d'ailleurs. Il y a aussi Boeing, avec leur propre capsule. C'est l'Orion, si je me souviens bien le nom. Donc, c'est pas 100% libre, voie libre pour SpaceX. Hein. Ils ont de la concurrence là-dessus, et c'est une bonne chose. Hein. Mais du coup, voilà, c'est le bloc 5. Alors, il y a pas mal de changements au niveau du bloc 5. Déjà, ils l'ont pas montré ici. Non, ils l'ont pas montré là. Je ne sais pas s'ils le montrent quelque part. Mais... je vais essayer de trouver une image. Ah voilà, là j'en ai trouvé une. Elle est sur Reddit. Alors, déjà, la première Falcon 9 Block 5 va se lancer dans 3 jours, si je me souviens bien. Il y a une application sur Android que vous pouvez utiliser, c'est SpaceX Now pour voir les lancements. Il y en a d'autres aussi pour voir tous les lancements de fusées en tout genre, si vous êtes vraiment intéressé. Dans 2 jours et 3 heures par rapport au tournage de cette vidéo, donc pour vous, ce sera dans moins de 48 heures normalement. Oh, j'ai une notification. Donc, pour information, c'est à 10h du soir, heure française, le 7 mai. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés de voir le lancement. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez différente de ce que vous avez pu voir d'habitude avec SpaceX. Déjà, le logo est plus haut. Il y a des parties qui sont en noir. Pourquoi ? Parce que, en fait, elles ne sont pas peintes, tout simplement. Donc c'est des parties en fibre de carbone directement, en composite même de carbone directement exposées. Donc il n'y a pas de peinture dessus. Parce qu'il n'y en a pas besoin, tout simplement. Vous avez les pieds d'atterrissage qui sont différents, pas juste en couleur. Déjà, ils sont maintenant rétractables, donc vous pouvez les sortir et les remettre, alors qu'avant, il fallait les détacher. Donc, quand ils récupéraient justement une Falcon 9 avec le drone ou autre chose, il fallait détacher les pieds, puis la mettre sur un camion, et puis la transporter. Donc, c'était un peu gênant. Donc là, maintenant, ça se referme, donc ils peuvent transporter directement. Il y a aussi plus de renfort au niveau des moteurs, plus de protection thermique. Comme ça, il pourra supporter plus de rentrées dans l'atmosphère. Les moteurs aussi, maintenant, la structure qui maintient les moteurs utilise des boulons et tout ça. Donc, en gros, on peut plus facilement la maintenir. Alors qu'avant, c'était soudé. Donc, quand c'est soudé, évidemment, là, vous n'avez pas... Genre, il y a un problème, vous devez tout remplacer, quoi. Donc, c'est pour faciliter les réparations ou autre chose. Parce que le but du bloc 5 de la Falcon 9, c'est d'avoir une fusée et de la réutiliser 10 fois, s'ils le veulent. Donc en gros, ils la lancent, ils la font atterrir, et la relancent, ils la refont atterrir, et la relancent, ils la refont atterrir. 10 fois d'affilée s'ils le veulent, et même plus. Mais il me semblait ce qu'ils visaient de base, c'était 10 lancements, ce qui est déjà pas mal, hein. Franchement, il ne faut pas déconner. Donc à l'heure actuelle, ils ont fait 2 lancements maximum avec un booster, ce qui est déjà pas mal. Mais là, ils vont passer donc peut-être à 10 lancements, si tout va bien. Et aussi, normalement, ils pourront les relancer en... ce qu'ils veulent en tout cas, on verra s'ils y arrivent, en moins de 24 heures. Donc en gros, la fusée décolle, apporte un satellite, elle atterrit sur le drone,
Le drone revient, il la décharge, il vérifie juste quelques trucs, vite fait, il la remet sur le pad de lancement et elle est prête à redécoller. Ce qui est incroyable, franchement, c'est exceptionnel hein, comme chose à pouvoir faire. Après, on verra s'ils y arriveront. Il y a aussi, ça utilise les grilles. Vous voyez les grilles ici, donc c'est les grilles qui permettent de contrôler la fusée quand elle descend dans l'atmosphère. C'est des ailes en quelque sorte. Hein. Ça utilise le même principe que les ailes en tout cas. Et du coup, elles sont en titane maintenant. Ils les avaient déjà testées par le passé, mais là, c'est standard maintenant. Donc, il n'y a pas besoin de les repeindre ni rien, donc ça permet de la réutiliser. Et donc, il y a d'autres petits changements par-ci par-là. Il y a une amélioration au niveau des performances, elle est 10% plus performante. Il y a des améliorations au niveau du moteur de contrôle. Il y a des améliorations partout en quelque sorte. Et aussi beaucoup d'améliorations au niveau de la fabrication pour que ce soit plus facile de les fabriquer et que ce soit moins cher de les fabriquer. Donc, ouais. Très intéressant. On verra si ils arrivent à les réutiliser assez vite comme ils le promettent. Mais en tout cas, ça va permettre très largement de rendre l'espace plus accessible. Et ça, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Genre vraiment. Donc on verra bien s'ils arriveront. J'espère qu'ils y arriveront. Et enfin, il y avait une dernière news un petit peu au niveau espace. En gros, cette semaine. C'était au niveau du James Webb télescope. Donc c'est le télescope qu'ils veulent mettre en orbite très très loin au niveau de... Vraiment, genre très très loin de la Terre, avec une sorte de protection. Je vous en avais déjà parlé par le passé. C'est un télescope juste incroyable, qui coûte énormément d'argent et qui a beaucoup de chances de fail, parce que littéralement il doit se déplier dans l'espace de lui-même et il y a genre des centaines d'étapes de dépliement, c'est juste incroyable. Donc il doit déplier sa voile protectrice, il doit déplier les miroirs, il doit déplier le truc qui reçoit la lumière des miroirs. C'est juste, il y a tellement de trucs qui pourraient fail. Et ben justement, il y a eu un petit fail. Alors là, ils sont en train de le tester en chambre vide, si je me souviens bien encore. Et du coup, bah, ils ont eu un problème de boulon apparemment mal serré, qui est tombé ou je sais pas quoi. Donc, un défaut de fabrication en quelque sorte. Juste quelqu'un qui a peut-être pas bien vérifié. Après, ils font les vérifications maintenant. Donc, en quelque sorte, ils ont trouvé une faille au moment de la vérification, donc ils ont fait leur travail en fait, mais c'est juste, voilà, ça risque de peut-être poser un peu plus de retard, parce que, bah, évidemment, ils vont rechecker chaque truc pour être sûr que tout soit nickel. Mais bon, forcément, il y a un truc comme ça qui allait arriver. Je préfère qu'ils le voient maintenant, qu'ils le voient que quand c'est dans l'espace et qu'ils sont en mode, ben, dans l'espace, maintenant on peut plus le réparer. Bon, ben, voilà, quelques milliards jetés à la poubelle, ma foi. Ouais, donc voilà. Personnellement, je préfère maintenant. Je préfère vraiment qu'il le lance dans 5 ans s'il faut, mais qu'il le lance et que tout se passe bien, franchement. Parce que c'est un télescope, je vous le dis, très important. Il permettra de notamment étudier les atmosphères des exoplanètes et tout ça. Parce que déjà, il a une surface de miroir énorme. Il sera un endroit où il n'aura aucune perturbation de notre Soleil, ce qui est un gros problème à l'heure actuelle. C'est un télescope d'ailleurs qui capte les infrarouges, je vous rappelle. Donc pas on va dire la lumière que nous on voit forcément avec nos yeux. Et du coup, oui, il permettra en gros, comme il sera très précis, il pourra regarder en fait la variation de la lumière, ou des infrarouges plutôt, autour d'une exoplanète. Donc avec ça, on pourra identifier l'atmosphère de cette exoplanète. Ce qui est très important, parce que ça nous permettra de voir si une exoplanète, pour ceux qui ne savent pas, c'est une planète qui est en dehors du système solaire. Donc c'est une planète qui est dans un autre système solaire en gros. Par exemple, Alpha du Centaure, que je pense que beaucoup de gens connaissent, hein, c'est déjà apparu plein de fois dans des jeux vidéo. Il y a des exoplanètes là-bas. Alors, il y a des exoplanètes qui sont juste c'est juste des planètes gazeuses ou juste des rochers stériles. Mais il y a des exoplanètes qui pourraient être à distance suffisante de leur soleil pour abriter la vie en fait. Et donc, analyser l'atmosphère est très intéressant, parce que ça vous permet de voir si elle est composée d'oxygène par exemple. Et ça, ce serait très intéressant. Donc ce qu'on voudrait trouver, c'est une atmosphère qui est composée de CO2, d'oxygène et de nitrogène, ou je sais plus exactement le troisième gaz, mais un troisième gaz très important aussi pour la vie. Et donc si on avait ces 3 gaz là dans une atmosphère, dans une exoplanète à distance idéale de son soleil, il y aurait de fortes chances qu'il y aurait peut-être de la vie dessus. Et là on pourrait commencer à se dire, bon, essayons de fabriquer un truc qui peut aller jusque là-bas peut-être.
On va certainement, d'ailleurs, à mon avis, regarder les exoplanètes les plus proches en priorité, parce que ce serait celle où on pourrait envoyer quelque chose. Il y a déjà des trucs qui ont été proposés, d'ailleurs, là-dessus. J'en avais déjà parlé, il me semble, par le passé. Par exemple, des voiles solaires ou autre chose, ou des petits satellites vraiment tout petits qu'on envoie avec un laser. Comme ça, on les envoie à un quart de la vitesse de la lumière, si je me souviens bien, ou un dixième. Et du coup, si l'exoplanète est à 2 années-lumière, il vous faut juste une petite dizaine d'années pour y aller, quoi. Donc, ça va encore 10 ans, hein. Et du coup, on pourrait récupérer des images de la planète. Ce qui est déjà pas mal, franchement. On pourrait voir, peut-être voir un petit peu ce qui se passe à la surface, vite fait. Voir s'il y a des forêts ou autre chose. On le verrait depuis l'espace. S'il y avait des forêts, ou genre s'il y a des nuages qui se forment, ou s'il y a de l'eau à la surface, justement. Donc, ouais, très intéressant tout ça. Si vous êtes assez jeune, comme moi, il y a peut-être une chance qu'on puisse avoir des résultats dans notre vie, peut-être voir une photo d'une exoplanète. Ce serait compliqué, mais il y a une possibilité. Bon, évidemment, il n'y aura aucun être humain qui va aller sur une exoplanète, hein. Voilà, je suis désolé de vous le dire, ça n'arrivera pas. Mais bon, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié ce Texama Show avec beaucoup trop d'actualité, je pense, au niveau de l'espace. Oui, ça fait... Ouh, la vache, ça a duré longtemps. Ouh, parfois, c'est un Texama Show comme au beau vieux temps qui faisait 1 heure. Genre, oui, c'était à peu près ça avant. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien parler d'espace. Peut-être trop. Je devrais peut-être faire un show à part. Le Space Show. Le Space Texama Show. Comment je pourrais l'appeler? Je ne sais même pas. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.